Yo les amis, souvenez-vous, il y a de ça quasiment 2 ans, j'avais fait une vidéo sur les potentiels futurs événements de One Piece qui était basée sur une liste qui aurait, à ce qu'il paraît, fuité et dévoilerait des choses sur ce qu'Oda avait prévu pour la suite de l'histoire. On ne sait toujours pas pour l'heure si cette liste est véridique ou pas, même si certaines choses me font penser que c'est le cas, donc je me suis dit qu'on allait essayer de partir dans un peu plus de concret en exploitant les petits détails qu'Oda lui-même a laissés à travers les chapitres. En gros, il y a de nombreuses phrases qui laissent présager un nombre incalculable d'événements à venir, et dans cette vidéo, on va les sélectionner et voir quel genre de choses on peut en sortir. Ça sera un regroupement de petites théories si vous voulez, qui fait écho à ma première vidéo sur les futurs événements de One Piece. Ce concept pourrait être récurrent à l'avenir, donc si vous voulez voir d'autres vidéos dans la même veine avec des analyses, prédictions et théories sur des futurs événements, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Bon évidemment les gars, ça sera encore une question d'interprétation, vous partagerez sans doute pas toujours la même vision des choses que moi, donc venez pas me dire que j'aurais pu dire telle ou telle chose si justement il ne s'agit pas de ma propre vision. Alors en soi il n'y aura pas spécialement d'ordre dans les chapitres ou de liens dans les éléments, je vais juste prendre ceux qui m'ont intéressé et vous présenter mes théories. Cependant, vous verrez que quasiment tout va tourner autour du chapitre 800 et plus, déjà car je les ai relus dernièrement, et surtout car les messages passés me semblent vraiment plus forts et transparents que la normale. Allez, commençons, et n'oubliez pas le petit pouce bleu à la fin de la vidéo si celle-ci vous a plu. Chapitre 818. On commence par le chapitre à l'origine de cette vidéo, celui qui m'a donné envie de lancer ce petit concept. Le chapitre 818 et ses chapitres adjacents font partie des meilleurs que nous avons eu depuis des années. Révélation sur révélation, humour, poneglyph, Goldie Roger, Barbe Blanche, Wano Kuni. Tous ces sujets ont été abordés en l'espace de quoi 3 chapitres peut-être. C'est juste exceptionnel, il n'y a pas d'autre mot et c'est pour ça que j'en parlerai beaucoup dans cette vidéo. Bon, du coup dans ce fameux chapitre 818, il y a un truc de réellement intéressant. Outre le fait que l'on apprenne en fait qu'on puisse voler des poneglyphes en copiant leurs gravures, chose totalement logique mais peu de personnes n'y ont pensé, Usopp dit quelque chose à propos de l'apocalypse qui m'a fait tilter. En gros, Luffy est grave dégoûté que l'obtention des poneglyphes ne se fasse pas systématiquement par la baston, étant donné qu'ils peuvent aussi être volés. Ce à quoi Usopp répond que ce genre d'action entraînera une apocalypse. Et là je me suis dit, apocalypse, Yonko, ça me rappelle vite fait quelqu'un. Et bim, Kaido les gars. Comme il le disait au chapitre 795, il veut créer une guerre sans pareil allant jusqu'à détruire le monde, la guerre du siècle. Et là, tout s'enclenche. L'apocalypse débutera au moment où les Mugiwara tenteront de s'emparer de son poneglyphe, Kaido pètera un câble et débutera son plan qui est la destruction du monde. Il peut très bien mourir durant la bataille, il s'en fout, c'est son objectif. Il a sûrement d'ailleurs tous les outils pour le faire. Quand je parle d'outils, je parle surtout d'armes antiques. Il doit sans doute en posséder au moins une pour menacer une destruction mondiale car ce sont les seules armes qui en sont capables. Donc je pense que la guerre du siècle, l'ultime bataille, peut être causée par les Mugi suite à un vol de poneglyphes. Simplement. Bon, c'est pas tout, dans la même case il y a autre chose qui m'intéresse mais qui n'a pas directement de lien avec ce que je viens de vous dire. Il s'agit du cas de Nico Robin. J'en avais parlé récemment dans ma vidéo sur les futures primes des Mugiwara, il me semble, et c'est vrai que l'avertissement de Nekomamushi n'est pas à prendre à la légère. En gros, il lui dit que Nico Robin doit faire attention à ses miches car tous les enfoirés, #pirate et Yonko, qui s'intéressent au siècle oublié, qui ont eu la chance de rassembler les poneglyphes mais qui n'ont jamais pu les déchiffrer, pourraient éventuellement venir la kidnapper. Et ouais, étant donné qu'il s'agit d'une des dernières survivantes d'Ohara et qu'elle fait partie des seuls au monde à pouvoir lire les poneglyphes, Robin est vraiment une pièce maîtresse de toute l'histoire. Et il y a bien moyen qu'un Enies Lobby 2.0 fasse son apparition. Bon après, je pense pas quand même, avec la mission sauvetage de Sanji qui est déjà relativement redondante avec celle de Robin, ça m'étonnerait qu'Oda fasse l'erreur une nouvelle fois. Cependant, je suis certain que certains pirates iront à sa recherche et peut-être que ce sera le moment d'intégrer un nouveau type d'antagoniste. Oui car là on a les pirates et la marine, ce sont les groupes principaux de One Piece, mais il ne faut pas oublier qu'avant il existait les chasseurs de primes qui n'étaient ni pirates ni marines. Salut Zoro. Ils se contentaient de vivre sur les primes des pirates qu'ils rapportaient à la marine, mais ils n'avaient aucun lien entre eux. Et là, pour moi, c'est ce qui manque, et c'est ce qui peut être introduit par la suite, une sorte de groupe semblable aux chasseurs de primes, embauchés par des pirates ou je ne sais quoi, afin de voler certaines choses ou tuer certaines personnes. Ces services pourraient être proposés au mystérieux marché noir dont tous les pirates notoires ont accès, et donc certains enverraient ce genre de type pour capturer Nico Robin par exemple. C'est rentable pour un Yonko, admettons qu'il ne veuille pas sacrifier les membres de son équipage, hop, le mec il a qu'à engager un chasseur de primes et l'affaire est dans le sac. Bien évidemment, je relativise la situation, mais je pense sincèrement que ça serait une bonne chose d'introduire une sorte de groupe neutre, un peu comme les samouraïs de Wano qui sont réputés pour être ni du côté des pirates, ni du côté de la marine. Chapitre 801. Allez, un truc légèrement plus court désormais. Après les événements de Dressrosa, le Shichibukai récemment déchu Doflamingo se voit escorté jusqu'à la prison légendaire d'Impel Down. Bon alors il a fait un speech sur la justice qui a marqué les esprits donc pas besoin de le refaire, mais il a aussi évoqué les Dee. Voyez plutôt. La famille des Dee dont tout le monde parle depuis tout ce temps, quand et comment vont-ils apparaître ?
On sait que Doflamingo et son frère Corazon avaient une certaine connaissance à propos des Dits, notamment grâce ou à cause de leur ancien statut de dragon céleste. Par exemple, dans le chapitre 764, on apprend qu'à Marijoa, beaucoup de choses se disent à propos des porteurs du Dit, au point d'inspirer la terreur chez les jeunes enfantins de Rubito. En gros, ils exagèrent un peu tout et n'importe quoi pour cultiver à la fois la peur des Dits et la haine des Dits. Ni plus ni moins. Mais ce qui m'intéresse dans la phrase de Doflamingo donc, c'est que d'après moi, il s'agit d'une grosse annonce d'une nouvelle vague de Dits dans One Piece. Comme si un jour, une petite nation ou peuple uniquement composé de Dits sera découverte et qu'eux aussi allaient nous dévoiler des secrets du monde. Je trouve ça trop intriguant. On nous tease beaucoup trop le clan des Dits via Corazon ou la famille des Dits via Doflamingo. Ce sont sans doute la même chose au final et ce clan doit vivre caché de tous. Reste à voir par la suite, mais je suis certain qu'un groupe entier composé de Dits nous sera dévoilé. Chapitre 117. Bon, on va enchaîner avec l'un des éléments les plus anciens que j'ai pu révéler, qui m'a toujours intrigué, mais je n'ai jamais su vous placer ça dans ma vidéo, donc je pense que c'est le moment parfait. J'imagine que vous vous souvenez tous de Dory et Brogy, les gens de Little Garden, qui ont introduit l'univers d'Elbaf et dont donc étaient les premiers à mentionner ce futur arc majeur dans One Piece. Les deux géants se battent depuis une centaine d'années maintenant, avec comme récompense de victoire un Eternal Pause menant à la légendaire île d'Elbaf. Le dernier survivant pourra donc retourner dans sa nation native en héros et fin de l'histoire. Sauf que vous vous doutez bien que ça ne se passera pas comme ça, déjà car aucun d'eux ne tuera l'autre. Ils sont désormais amis et eux-mêmes ne savent plus vraiment pourquoi ils se battent. Ils n'en sont plus du tout au stade d'un combat à mort, surtout que depuis quelques temps, comme nous avons pu le voir dans les covers de chapitres, ils ne se battent plus qu'avec les poings, ce qui à mon sens veut absolument tout dire. Leur rivalité est désormais plus un passe-temps qu'un devoir de guerrier. Mais bref, c'est pas spécialement eux et de leur combat que je voulais mettre en avant. Enfin si, mais pas totalement non plus. Bref, vous voyez cet Eternal Pause? Celui qui mène à Elbaf? Eh ben je pense que c'est lui qui sera utilisé par les Mugiwara pour atteindre cette île. Déjà car pour l'instant c'est le seul moyen connu pour s'y rendre, le seul accès que pourraient avoir les Mugi, et beaucoup d'objets introduits de nombreuses années avant ont eu une utilité à un moment de l'histoire. Regardez la vive carte que Lola a donnée aux Mugiwara au sujet de sa mère. Elle a eu un rôle décisif durant l'arc de Whole Cake Island alors qu'elle a été introduite plus de 400 chapitres plus tôt. Pareil pour la vive carte Days d'ailleurs. Enfin bon, vous voyez où je veux en venir, et du coup le scénario que j'imagine est que Dory et Brogy souhaitent retourner sur Elbaf suite à divers événements qui se seraient déroulés dans le monde. Là encore, il y a plusieurs options, par exemple ils voudraient porter main forte à leur nation qui serait en danger, genre menacée par Big Mom ou quelque chose comme ça. Ou bien encore suite à une rêverie un peu trop mouvementée et de nouvelles restrictions imposées par le gouvernement, style nouvel ordre mondial et tout le bordel, les gens se regrouperaient tous, y compris ceux de la marine qui quitteraient leur poste, pour aider les révolutionnaires ou les Mugiwara. Imaginons que justement les Mugiwara, Dory et Brogy se retrouvent on ne sait comment. Le destin se met à nouveau sur leur chemin comme d'habitude, les deux géants partent pour Elbaf grâce à leur Eternal Pause et les Mugiwara en profitent pour les accompagner. En gros, ça serait grâce à eux et leurs retrouvailles que les Mugiwara pourront se rendre sur Elbaf car ce sont les seuls connus à ce jour qui possèdent un Eternal Pause de leur île. Chapitre 817. On parlait de clan de Dits un peu plus tôt et je pense en avoir découvert un. Vous vous souvenez dans l'une de mes plus grosses théories disponibles sur ma chaîne, celle sur le peuple des Dits, j'avais évoqué le fait que Momonosuke et son père pourraient être des Dits. Bah finalement, je pense que ça pourrait être carrément leur clan entier, à savoir le clan Kuzuki, qui porte cette fameuse lettre. À un certain moment dans le chapitre 817, les deux rois Nekomamushi et Inuarashi font une trêve temporaire pour honorer Momonosuke. S'ensuit donc une poignée de main des plus fraternelles. Bien sûr, ça n'a pas manqué au peuple des Mink qui s'est aussitôt réjoui de cette pseudo-réconciliation. Et c'est à ce moment-là qu'un Mink sort la phrase « incroyable ». Alors c'est ça le pouvoir du clan Kuzuki? Donc déjà ça veut dire que le clan Kuzuki est réputé pour quelque chose vu que ce Minx avait l'air d'avoir entendu parler de ce pouvoir. Ensuite, le pouvoir de l'amitié, si je peux appeler ça, est quelque chose de récurrent dans One Piece mais pas chez n'importe qui. On retrouve souvent ça chez les Dits. Luffy par exemple est le pouvoir qu'a décelé Mihawk chez lui, disant qu'il pouvait rallier n'importe qui à sa cause et que c'était sans aucun doute l'une des capacités les plus destructrices de ce monde. Puis quand on regarde, tous les Dits se sont toujours bien entourés et ont généré de grande amitié. Goldie Roger était aimé par tout son équipage et même Garp, pourtant un marine, se considérait plus ou moins secrètement comme des amis. Ace avait un équipage ultra dévoué et est vite devenu le fils de Barbe Blanche. Aguardi Soro était apparemment une très bonne personne et s'était lié d'amitié avec la jeune Robin. Ça marche même pour Trafalgar Law, son lien profond avec Corazon et son équipage le démontre entièrement. Et quant à Luffy, je pense pas la peine d'en parler. Donc c'est ce que j'en viens à me dire en fait. Que les Dits ont une capacité innée à rallier des gens, à attirer leur sympathie, à faire ressortir toutes les bonnes choses de leur ami ou ce genre de choses. Et que du coup, ça pourrait être aussi le cas des Kuzuki. Apparemment, Oden Kuzuki était une personne exceptionnelle qui est allée jusqu'à se sacrifier pour sauver sa famille et ses serviteurs. Donc comme je le disais dans ma théorie de base, lui aussi fait partie des Dits, et ceci expliquerait donc cela. Bien sûr, ce sont tout plein de sous-entendus, mais personnellement, je suis bien confiant sur ce petit bout de théorie. Vous verrez, le clan des Kuzuki sont des Dits. Chapitre 802. Bon, on va conclure cette vidéo avec le chapitre 802.
Ce fut l'un des chapitres les plus troublants du moment car il commence avec l'introduction de Weeble par Kizaru, le fils de Barbe Blanche. Enfin, il s'agit uniquement du fils autoproclamé, rien de sûr de ce côté-là donc. Mais le bonhomme est ultra intriguant, d'autant plus qu'il semble posséder une force colossale car il est actuellement en train d'éradiquer tous les commandants que Barbe Blanche considérait comme ses fils. Kizaru lui-même dit quelque chose à n'oublier sous aucun prétexte. C'est un pirate d'une puissance phénoménale. C'est quasiment un Barbe Blanche 2.0 en termes de puissance. Barbe Blanche avait son Guragura no Mi pour détruire le monde, et là, un random comme Weeble qui sort d'on ne sait où, semble pouvoir rivaliser avec la puissance de l'ancien empereur. Alors le bougre en soi n'est pas réellement mauvais, on peut clairement voir et comprendre qu'il se fait manipuler par Miss Bakin qui se dit être sa mère. C'est elle qui est à l'origine des directives que suit Weeble. On le comprend vite quand celle-ci lui dit de tuer Marco et de récupérer l'héritage que Barbe Blanche a dû lui laisser. Et ça ne semble pas vraiment réjouir Weeble car il exprime vouloir plutôt venger Barbe Blanche en tuant Barbe Noire. Bref, désormais, là où je veux en venir c'est que je suis profondément persuadé que Weeble et les Mugiwara s'allieront un moment pour affronter un ennemi commun. Peut-être pas Barbe Noire comme on en parlait plus tôt car ça serait sans doute un combat en 1 contre 1 avec Luffy ou je ne sais qui, mais je pense surtout à une alliance face à Kaido. En fait, c'est surtout le fait que Kizaru le compare à Barbe Blanche en termes de puissance qui m'intrigue, car j'ai toujours pensé que c'était l'un des seuls à pouvoir rivaliser avec Kaido. Et en sachant que Kaido est l'un des futurs ennemis que les Mugi devront affronter, Weeble pourrait être d'une grande aide. Une autre chose me fait penser à une alliance avec lui, c'est qu'actuellement Weeble et sa mère partent à la recherche de Marco, tout comme Nekomamushi qui souhaite lui demander de l'aide pour combattre Kaido. S'ils se rencontrent et que Weeble prend conscience qu'il ne doit pas tuer Marco, peut-être que justement ils s'allieront avec les Mugiwara pour s'occuper de Kaido. Enfin je sais pas, mais dans tous les cas j'ai toujours pensé que Luffy et Weeble s'allieraient, que Luffy lui fasse prendre conscience que ses agissements ne sont pas bons et qu'il est juste contrôlé par sa mère. Au final il ressemble à un grand gamin qui fait ce qu'on lui dit de faire et je suis pas sûr qu'il soit si mauvais que ça dans le fond. Bon et bien voilà les bros, je m'arrête ici pour aujourd'hui où la vidéo va encore durer 20 minutes. J'espère que ce petit concept vous a plu, moi perso je trouve ça très cool de compiler plusieurs théories du style basées sur des éléments qu'on peut qualifier de futiles au premier abord, mais qui ont un véritable sens si on les analyse un petit peu. Du coup faites-moi savoir en commentaire si vous avez aimé cette vidéo. Et si c'est le cas, un petit pouce bleu de votre part ne serait pas de refus. Désolé pour la review du dernier chapitre, j'ai eu des complications pour la faire. Donc on se retrouve en fin de semaine pour le chapitre suivant. Je vous remercie de votre présence les bros et de votre soutien surtout. Je vous dis à très bientôt. Peace.